Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spécial grand champion de l'histoire du jeu d'échecs. Et aujourd'hui, on accueille Jérôme Maufra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors on va voir un super champion, puis alors un champion atypique, puisque c'est un autre côté de la planète qui fait son apparition avec lui. Et oui, c'est un champion asiatique, Viswanathan Anand, qui est indien. Voilà, donc alors ça c'est tout à fait étonnant, puisque depuis le début de l'histoire des grands champions d'échecs, très peu d'Asiatiques apparaissent, c'est surtout des Européens, des Américains, un peu de Sud-Américains, avec Meking dans les années 70, Najdorf d'origine polonaise mais qui vit en Argentine, et pas d'Asiatiques, quoi. Et là, alors dans les années 20, déjà, il y avait quand même, dans les années 20-30, il y avait déjà une exception, c'était Sultan Khan. Sultan Khan, qui avait la particularité d'être à la fois un serviteur au service d'un lord anglais, et puis un joueur d'échecs génial, sorti d'on ne sait où, oui, c'est ça. qui a joué quelques années au plus haut niveau et qui est reparti on ne sait où ensuite, météore, je ne vais pas dire incompréhensible, mais en tout cas inédit. Alors c'est pas le premier individu un peu incompréhensible qui sort d'Inde. Moi j'ai souvenir aussi dans les mathématiques qu'il y avait au début du XXe siècle, un mathématicien génial pareil dont on ne savait pas du tout d'où il sortait, c'était Ramanujan, il s'appelait. Et donc les Indiens parfois sortent des génies un peu comme ça à la Bobby Fischer. Oui, parce qu'il n'y avait pas de tradition particulière du jeu d'échecs en Inde, si ce n'est qu'on peut préciser quand même que les premiers jeux qui ressemblent au jeu d'échecs, l'ancêtre du jeu d'échecs, le chaturanga, aurait été inventé en Inde au 6e, 7e siècle, 7e siècle après Jésus-Christ, mais il ne s'est pas maintenu spécifiquement une tradition de grands joueurs indiens par la suite au Moyen-Âge ou à la Renaissance ou à l'époque moderne. Sultan Khan sort d'un terrain quasiment vierge, et de la même façon, Anand est le résultat d'une trajectoire plus individuelle que d'une école spécifique, comme on a eu l'école soviétique ou comme on a toute l'Europe centrale qui a toujours fourni depuis un siècle et demi des grands champions. Oui, alors Sultan Khan, effectivement, les années 30, est cette sorte d'exception bizarre qui arrive dans le monde des échecs, c'est un très très bon joueur, exceptionnel, bon, qui n'a pas pu avoir la carrière qu'il aurait sans doute voulu puisqu'il était au service de quelqu'un d'autre et il ne pouvait pas se libérer comme il voulait. Et il y a un vide après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, avec Sultan Khan, la création d'une lignée de champions, il n'y a rien, et c'est Anand qui apparaît. Alors comment apparaît Anand, il naît quand, comment se déroule son aventure? Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment un météore, sa progression est fulgurante, mais à la fois très régulière. Alors, il est né en 1969, et dès 14 ans, ce qui est logique, il est champion du monde cadet en Inde, mais à 15 ans, il est maître international, à 16 ans, il gagne le championnat du monde adulte indien. Tranquille, bon ça à la limite… Oui, à la limite, bon, mais il faut quand même réussir à s'imposer. Ouais. À 18 ans, à Baguio City, aux Philippines, lieu d'un ancien championnat du monde en 78, il devient champion du monde junior. C'est déjà un accomplissement, parce qu'on sait que tous les champions du monde, quasiment depuis Spassky, quasiment, auparavant sont devenus champions du monde junior. Oui, donc c'est souvent l'antichambre d'une grande carrière par la suite. Et il est le premier asiatique à devenir champion du monde junior. C'est déjà une première nouveauté. À 19 ans, il devient un grand maître international. À 20 ans, il termine premier au tournoi de Vaikanze. C'est sa première victoire à Vaikanze, mais ce n'est pas la seule, puisqu'il a gagné en tout 5 fois ce super tournoi. Oui. Donc ça inaugurait toute une série. Et à l'âge de 21 ans, il est déjà candidat pour le titre de champion du monde. Oui. Puisqu'il rencontre, pendant les matchs des candidats qui doivent préparer le match de 93, il rencontre Karpov. Oui. Et il est battu seulement 2-1 par Anatoly Karpov, donc déjà, il n'est pas surclassé, il est juste battu d'un point. C'était presque une surprise, je me rappelle à l'époque. Oui. Enfin, je crois qu'à ce moment-là, on croyait même qu'Anand pouvait battre Karpov, tellement il était fort. Et peut-être tu as oublié de dire une caractéristique d'Anand dès le début de sa carrière, c'est qu'il joue super vite. Il joue très très vite, très très vite. Alors on l'appelle le Blitzkid, parce que voilà, le gosse est clair. Ou le Lucky Luke, en français. Le Lucky Luke des échecs. On dit l'homme qui joue plus vite que son ombre. Voilà. Tellement il jouait vite, c'est-à-dire qu'il prenait quoi, que 45 minutes à la pendule sur son capital de 2h30, quoi. Il prenait presque rien. Donc c'est un joueur d'attaque hors pair, il a remporté de nombreux tournois en blitz et puis il est très fort aussi à l'aveugle. Il a remporté beaucoup de tournois comme le Melody Amber qui était un tournoi à l'aveugle, des championnats du monde de partie rapide aussi comme en 2003 au Cap d'Agde. Donc c'est un joueur qui a cette particularité effectivement de jouer très très vite, de voir très très vite les meilleurs coups. Et je me souviens aussi qu'à cette époque, on considérait qu'il pouvait devenir très vite champion du monde. Oui, très vite. Tout à fait. On s'attendait à ce qu'il
puis s'éclore encore plus vite. Alors, il y a ce match qu'il perd contre Karpov, mais il a à nouveau une chance, et pas la moindre, puisqu'en 95, il a 26 ans, il se qualifie pour affronter Garry Kasparov à New York ça y est, pour le titre mondial. Oui, et on s'attend à un match finalement super tendu, mais pas tellement en fait. Finalement, il n'arrive pas non plus. Non, Kasparov prend la mesure de son adversaire. L'écart n'est pas gigantesque, il gagne, je crois, 10,5 à 7,5, Garry Kasparov contre Anand, mais Anand n'a pas sa chance dans ce match. Clairement, Kasparov est au-dessus et il manque encore quelque chose. Anand calcule très vite, il est très fort pour tout ce qui est tactique, mais peut-être qu'il manque encore un petit peu de la profondeur de jeu qui est nécessaire pour devenir champion du monde. Sans doute, et puis alors, il s'est rendu compte un peu à la Tal d'ailleurs, quand on avait dit de Tal, qui parfois il forçait trop les positions pour essayer de gagner. Alors lui, Anand, c'est qu'il prenait pas assez de temps. Et il a dit que, enfin on a vu aussi, mais il s'est rendu compte finalement qu'il produisait de meilleurs résultats quand il a commencé finalement à piocher son capital temps et à arrêter de jouer aussi vite finalement et de mieux réfléchir plus en profondeur à ses coups. Et peut-être aussi qu'il y avait une caractéristique qui faisait d'Anand un excellent candidat au titre mondial, à qui il manquait encore quand même la volonté de vaincre, finalement d'écraser l'adversaire. Parce que Anand, finalement, il est connu aussi pour être un joueur extrêmement affable, gentil, en dehors de l'échiquier. Et il ne cherche pas. C'est quelqu'un qui joue vraiment pour le plaisir de jouer et qui n'a pas, comme un Kasparov ou un Karpov, la volonté de domination qui était assez claire chez eux. Oui, ou chez Fischer, qui aimait voir l'ego de l'adversaire se briser quand il jouait le coup gagnant. Anand, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, tu veux dire, quelqu'un de pacifique. Et c'est vrai que pour être champion du monde, je pense qu'il faut avoir une âme un petit peu plus guerrière, une âme de combattant. Peut-être qu'il a mis du temps aussi à se forger ce moral de vainqueur et ce moral de tueur, sur l'échiquier en tout cas. Alors, donc 95, il échoue lors de ce championnat du monde classique face à Kasparov, mais il va en fait non seulement continuer à gagner des tournois, ça c'est sûr, il joue toujours dans les plus grands tournois du monde, Linares, Bécanzé, Dortmund, où il aura joué plusieurs fois. Mais il va avoir sa chance dans le championnat du monde FIDE. FIDE, en 98 contre Karpov. Donc il y a une scission, il faut rappeler. Scission championnat du monde, Kasparov était parti, il a joué contre Short et contre Anand en dehors du cycle, et la FIDE a dû réorganiser des matchs avec les perdants, avec Karpov et Timan à l'époque, et puis après encore Karpov et Anand d'ailleurs, il a battu Anand une première fois. Et puis des successions comme ça de champions, mais finalement oui, qu'on a envie de dire de seconde zone, parce que Kalichman, champion du monde, c'était pas... Ponomariov aussi. Ponomariov, on les a oubliés tellement il y en a eu d'ailleurs. Mais ils n'ont pas forcement laissé une empreinte, parce que quand il y a deux championnats du monde, comme ça on perd en visibilité, c'est évident. Bien sûr. Mais Anand finit lui quand même par obtenir ce titre FIDE. Ce titre FIDE, il l'obtient en 2007, au moment de la réunification. Mais je crois qu'il n'a pas obtenu avant, et je crois bien que si. Je ne sais plus en quelle date. Non, en 2000, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il n'avait pas fini par battre Karpov ou. Non, peut-être pas. Je ne crois pas. Non, je crois qu'ils ont. C'est la Coupe du Monde alors qu'il a gagné. Oui. Ils ont fait match nul avec Karpov en 1998, mais je crois que Karpov l'a emporté au départage. Oui, c'est ça. C'était très tendu. Ça s'est joué à très peu de coups. Et c'est en 2007 qu'il gagne le titre réunifié avec le fameux tournoi. Il y a un tournoi à 8 qui est organisé à Mexico en 2007 parce que Kramnik, qui est champion du monde, accepte les conditions parce que c'est le moment qui veut ça. Et donc, réunification du titre en 2007, ça se fait à l'occasion d'un grand tournoi avec les 8 meilleurs joueurs du monde, quasiment de l'époque. Un petit peu comme le tournoi de 48 avait permis de désigner Botvinnik comme champion du monde, et bien là, Anand l'emporte devant Kramnik et Gelfand et devient champion du monde réunifié en 2007. Et titre qu'il détient depuis, c'est-à-dire qu'ici, maintenant, quand on fait l'émission, on est en 2012, c'est le champion du monde régnant. Il vient de défendre d'ailleurs son titre face à Gelfand. Alors il l'a défendu 3 fois depuis 2007. Oui. Il l'a défendu une première fois contre Kramnik. Oui. Alors là, il a réussi on avait dit que Kramnik avait battu Kasparov notamment sur la défense, parce que Kramnik jouait un jeu très solide en 2000. Là, Anand a trouvé les clés pour battre Kramnik, puisqu'il l'emporte 6,5, 4,5. Donc son jeu d'attaque triomphe un peu des positions très solides de Kramnik. Oui. Puis Anand défait Topalov, ce qui lui permet de conserver son titre. Et là, en août 2012, il bat Gelfand, récemment, il bat Gelfand.
Dans les matchs de départage, c'était quand même un peu serré, et il garde son titre. Donc ça fait quand même 5 ans qu'il est champion du monde, dans un contexte qui est quand même très concurrentiel, hein, parce que là, il a beau être champion du monde, il doit être à peu près 5e au classement mondial. Oui. Et la densité au-dessus des 2700 Elo est telle que les niveaux se tiennent et que la concurrence est très très rude. Alors oui, pour l'instant, on attend le moment où Magnus Carlsen lui-même, qui semble être le véritable nouveau météore des échecs, finisse par jouer un match face à Anand. C'est ce qu'on rêve, parce que si c'est un tournoi qui décide du titre, eh bien ça reperdra de sa superbe quant à la filiation historique du titre classique. Alors à noter une petite anecdote avec Anand, parce que moi j'ai eu la chance de l'interviewer tout simplement pour Diagonale TV plusieurs fois, dans plusieurs endroits, et notamment avec Anze. On y était allé, donc à l'époque c'était avec le grand maître Éloi Relange qui participait à Diagonale TV. Donc ça devait être en 99 ou en 2000 dans l'émission spéciale avec Anze de l'époque. On a une interview d'Anand et au départ il ne voulait pas faire l'interview. C'est après sa partie, bon il devait peut-être être fatigué, peut-être il n'avait pas envie, il ne voulait pas répondre, je ne sais pas. Mais auparavant, on avait discuté avec sa femme. C'est là je voulais parler un peu de sa femme Aruna, parce qu'on la voit souvent dans les tournois. Elle est toujours présente. Ce n'est pas toujours le cas. Les joueurs n'ont pas toujours leur femme avec eux qui les accompagne. Mais là, si, Aruna est toujours là. On la voit toujours, très souvent d'ailleurs sur les photos et tout. Ça a l'air d'être très important pour lui qu'elle l'accompagne sur ces événements. Et donc on avait discuté avec elle, ça s'était très bien passé, elle était assez contente, etc., de voir qu'on voulait s'intéresser à son mari. Bon, à l'époque, il n'était pas encore champion du monde, même si c'était déjà, bien sûr, une légende du jeu, bien sûr. Et finalement, donc après la partie, on demande à Anand si donc, il accepte de faire une interview, de répondre à quelques questions. Et puis bon, il n'a pas envie, on fait un peu la moue, il s'en va. Et à ce moment-là, Aruna, qui est sa femme qui était avec nous, commence à dire Anand, comme ça. Et on lui faisait un petit reproche gentillet, quoi. Et du coup, il s'est retourné et il a dit bon, on va la faire. Donc, alors c'était marrant. Et puis, c'est à noter qu'elle l'a appelé Anand, parce que c'est un des facteurs aussi qu'on a oublié de dire, c'est que le vrai nom de famille d'Anand, c'est pas Anand, c'est Vishwanathan en fait. Son prénom, c'est Anand. En fait, il s'appelle Anand Vishwanathan, tout comme on a Garry Kasparov. Donc, on l'appelle, depuis le début, on l'a appelé Anand pour des raisons que tout le monde ignore, et il n'a jamais vraiment tenu à corriger ça. Parce que c'est plus facile à prononcer pour nous, je crois. Oui, mais c'est rare quand même. D'un côté, on a bien des Shashi Kiran ou des noms imprononçables. Ou des il y a un joueur qui s'appelle Hare Krishna aussi, je crois. Oui, absolument. Bon, bref. Donc il y a des noms quand même à rallonge aussi qui existent. Vishwanathan, bon, pourquoi pas. C'est quand même. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans l'histoire du jeu d'échecs comme ça, où un joueur, dans les listes officielles d'ailleurs, c'est Anand, quoi. C'est un Anand. C'est comme si on disait un Garry, un Anatoly. Voilà, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est vrai. Voilà, donc on va voir quelques photos maintenant de ce très grand champion indien. Donc on voit ici, en train de jouer le Chess Classics, sans doute de Dortmund ou de Mayence peut-être. De Mayence, en Allemagne. Hein. Alors à noter, on voit son drapeau indien, on peut rappeler... Alors d'ailleurs sur le drapeau indien, la petite roue là, c'est la roue du Dharma bouddhiste, hein, qui fait le centre là, de la roue du karma, quoi. La roue qui tourne, c'est le symbole du drapeau indien, comme ça, bon, c'est un petit détail. Et à noter qu'Anand, quand il revient en Inde après ses titres de champion du monde ou après ses résultats, est accueilli comme une très grande vedette. Ah oui, Et en Inde, il a y compris des contrats publicitaires, il fait des publicités pour, par exemple, des microprocesseurs, il a fait, ou pour des boissons, ou ce genre de choses. Oui, des boissons, je crois, énergétiques, ou des compléments alimentaires à base de phosphore, ce genre de choses. Oui, donc il est... Et là, il est très populaire en Inde, hein. Il très est connu, populaire, il est souvent dans les journaux, voilà. Et ses titres sont célébrés comme tels, dans un pays qui n'a pas une très très grande tradition sportive par ailleurs. Disons que les sports en Inde sont moins connus chez nous, je crois que c'est leur sport numéro 1, c'est le hockey sur gazon. Avec qui ils se battent avec les Hollandais, je crois, hein, qui sont aussi spécialistes de ça, et puis c'est tout, voilà, parce que ça intéresse personne d'autre. Mais ça vient aussi de leur histoire, voilà. Bon, c'est vrai que l'Inde n'est pas spécifiquement axée sur les sports, disons, traditionnels, mais aux échecs, ça y est, ils y sont, quoi. Hein. Alors à noter aussi qu'on a parlé dans l'histoire du jeu du glissement
comme ça des grands champions d'échecs vers les nations qui finalement dominent le monde économique et politique. On a les Chinois qui montent en puissance, y compris chez les hommes d'ailleurs, mais qui détiennent les titres féminins. Ça fait quelques années maintenant qu'ils commencent à pousser chez les titres féminins. Et la championne du monde féminine est une Chinoise, c'est Wu Yifan, qui d'ailleurs a battu Judith Polgar très récemment. Donc ça veut dire qu'elle a un énorme potentiel. Et chez les hommes, ils ont Anand. Alors, par contre, derrière, je ne suis pas sûr qu'ils aient un champion du monde vite si Anand perd son titre. Non, il n'y a pas un grand mouvement encore, mais je sais que Anand a non pas une fondation, mais il est à la tête d'un projet pour le développement du jeu d'échecs à l'école en Inde. Donc il va peut-être lui-même semer les graines les graines de champions qui vont éclore d'ici 10, 15 ou 20 ans. Oui. Alors ceci dit, après, avec 1 milliard d'habitants, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Oui. Alors, donc ici, Anand, encore Anand bien sûr, un autre tournoi, ici toujours en Mayence d'ailleurs, mais c'est sans doute pas le même, c'est pas la même année. Non. Donc toujours drapeau indien, les lunettes, on le voit souvent avec des lunettes. Hein. Alors là, c'est sans doute l'Olympiade, puisqu'il il tient le maillot. Il y a le polo officiel de l'équipe d'Inde. Voilà, le polo officiel de l'équipe d'Inde. Elle est magnifique cette photo, je la trouve superbe. Je crois que on dirait vraiment, là c'est un sport, là, on voit bien un sportif de l'esprit, quoi. Il est vraiment habillé sport, là, il est à fond, on sent qu'il y a de la tension, là, il réfléchit. Et la position noire a l'air tendue, avec le fou en A8, le roi en H8. Ça a l'air très... Il doit y avoir du calcul, ça doit chauffer sous le cuir chevelu, là. Donc on sent qu'il est tendu, comme peut l'être un champion avant de tirer un penalty, par exemple, hein. Pour le foot. Et on sent que ça tient. Alors évidemment, c'est moins physique hein, en termes de déplacement, mais on voit la tension est là. Elle est super cette photo. Voilà, encore une photo ici. Donc on note encore ici l'échiquier électronique. Hein, vous voyez le petit câble qu'il y a devant les pièces, permet de récupérer en temps réel la position de toutes les pièces sur l'échiquier pour les retransmettre sur un écran et que le public puisse suivre les parties en temps réel, que ce soit sur place dans la salle ou maintenant désormais aussi sur Internet. On peut le signaler quand même, un des rares joueurs à avoir atteint le classement de 2800. Il a été classé 2805. Je crois que c'est un privilège qu'il partage avec Garry Kasparov. Oui, et Carlsen. Et Magnus Carlsen, je crois, récemment. Kramnik aussi a battu ça. Kramnik aussi. Oui, ils sont plusieurs. Mais c'est un club quand même très très fermé. Oui. Hein, de joueurs qui ont pu atteindre ce classement. Il l'a atteint 2 fois, en 2006 et en 2007. Oui. 2800, alors ça veut dire quoi? Il faut rappeler ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un joueur qui a 2800, s'il joue face à un joueur qui a 2500, théoriquement, si les proportions sont maintenues, ça signifie quelque chose comme 80% ou 85% de chances de gain face aux joueurs. C'est-à-dire c'est énorme. C'est-à-dire sur 10 parties, c'est 8,5, sur 10, voilà, bon, il n'y a pas de match, quoi. C'est un écrasement. 300 points d'écart, c'est tout à fait énorme. C'est énorme. Déjà 100 points, ça doit être de l'ordre de 60-40 ou 55-45, je sais plus. 100 points à ce niveau-là, c'est beaucoup. Gigantesque. C'est déjà beaucoup. Voilà. Et on revient à la première image ici. Avec le petit trou. Toujours un petit trou. La petite trou du Dharma. Ou du karma au choix. C'est pareil. Voilà, donc on va venir maintenant à notre partie du jour pour rendre hommage à Anand, qui n'a pas fini sa carrière puisqu'il est champion du monde en titre. On va regarder une partie entre Anand et Kasparov, alors lors du fameux championnat du monde de 1995, qui s'est joué donc à New York et qui était déjà, oui, c'était une belle affiche, quoi. Hein, c'était vraiment une très très belle affiche. C'était un des challengers les plus attendus face à Kasparov, très clairement. Donc un match qui s'est joué, donc, on l'avait dit, sous l'ère de la scission des titres. La FIDE, Fédération internationale des échecs, continue à organiser un championnat sans Kasparov, et Kasparov essayait de monter des matchs un peu à la manière des boxeurs, en fait, en quelque sorte, essayer de trouver des meilleures bourses pour jouer face à des challengers choisis ou qualifiés selon les possibilités qu'il y avait pour le moment. Évidemment, c'est plus dur pour un joueur d'être à la fois organisateur et joueur que de faire que jouer. Hein. Kasparov s'est mis la pression tout seul aussi de ce côté-là. Donc, Anand à les blancs face à Kasparov. C'est parti, E4, C5, cavalier F3.
D6, D4, c'est prendre D4, cavalier prend D4, cavalier F6, tout ça est normal. Après cavalier C3, A6, on est dans une Najdorf. Hein. Donc ça c'est typique de Kasparov. Kasparov a gagné énormément de parties avec cette variante. L'idée étant d'empêcher le fou de venir en B5, ça c'est une chose. On empêche tout fou en B5. La deuxième idée, c'est de jouer justement B5. On veut jouer B5 et perturber le cavalier ici de façon à pouvoir gagner du temps contre l'attaque du pion central. Les noirs vont mettre le centre sous pression au maximum, éventuellement avec l'aide de fou B7, ou alors éventuellement avec une autre manœuvre qui est cavalier D7, puis cavalier C5, qui est aussi en général très fort. Et bon, c'est tellement fort que bon, c'est très dur à jouer quoi, en fait, avec les blancs. Alors, il faut être précis, avec les noirs, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est une variante extrêmement incisive qui se joue à quelques coups, c'est très théorique. C'est très connu et très joué, donc il faut faire attention quand on joue ça. Donc là, coup tranquille d'Lalande, ici. Il y a plein d'autres variantes beaucoup plus agressives. On peut jouer fou G5, on peut jouer parfois des variantes... on peut, pourquoi pas, tenter des coups comme G3. Il ne faut pas être trop lent non plus, parce que, attention, la pression contre le centre blanc va aller vite. Même si les noirs n'ont pas une sortie de pièces, ça peut être vite pénible. Alors encore un coup de pion, mais vous voyez comment les noirs finalement n'ont sorti encore aucune pièce. 1, 2, 3 de la part des blancs, et après petit roc, ils ont presque fini leur développement, alors que les noirs n'ont pas commencé. Mais ils ont un cavalier sorti, ils ont 2 pions centraux en position, capables de jouer soit D5, soit E5. Ils ont la poussée B5 qui, tôt ou tard, va gagner du temps, parce qu'une fois qu'on a joué, il faudra peut-être jouer A3 pour empêcher B4, et on va perdre du temps. Ou alors, il faudra accepter de subir B4 très vite. Et de l'autre côté, il faut que les blancs profitent de cet avantage. Il va falloir qu'ils trouvent un plan pour continuer à jouer, bien sûr. Donc là, fou E7 de la part de Kasparov. Bon, maintenant que les blancs ont roqué, fou E7, on peut roquer du même côté, parce que, attention, parfois, les blancs choisissent de roquer du grand côté. Dans ce cas-là, il y a des attaques des deux côtés, il faut faire attention. A4, alors ça, voilà, on voit bien, une fois qu'on a expliqué pourquoi le B5, quand on joue A4, on a bien compris. Donc là, les noirs ne peuvent plus jouer B5, parce qu'il y a quand même les deux cavaliers, le pion plus le fou, qui visent cette case. Exact. Donc c'est une poussée qui ne se produira pas pour l'instant. Voilà, donc là, Kasparov choisit un autre type de développement dans cette partie. Cavalier C6, très bien, on sort les cavaliers aussi. Vous voyez que ça y est, on a déjà 3 pièces de sortie, ça va vite pour les noirs ici. Fou E3, bon, position classique ici. Alors souvent dans ce type de position, parfois les blancs jouent F4, puis ils mettent la dame ici en E1 et ils viennent en G3 pour faire pression de ce côté-là. C'est un plan classique. Petit roc, F4, vous voyez, donc ici. Alors l'intérêt d'F4, c'est quoi? C'est bon, mais pourquoi pas? Ça permet de faire passer la dame, ça on vient de le dire, pourquoi pas? C'est aussi de jouer F5, bien sûr, surtout, pour faire pression sur le pion E6, mais vu que le fou est en E2, bon, il n'a pas été mis parce que on va jouer F5 plutôt si on a un fou en C4. Là, ce n'est pas le cas, on a mis ici, donc on contrôle aussi la case E5. Pourquoi pas, dans certaines fois, on peut aussi tenter G4, G5. G4, G5, ça joue aussi pour déstabiliser le cavalier, mais on affaiblit le roi blanc. Bon, mais on peut monter une attaque, ça peut arriver, seulement il faut faire attention au retour de bâton, donc il faut y réfléchir à 2 fois. Dame C7, très bien, alors c'est en général la case idéale pour la dame noire ici. Il n'y a pas à craindre cavalier B5 puisqu'il y a 6 qui garde cette case, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas peur de cavalier B5. Et puis, on a un petit œil sur la case E5 ici. Donc, les poussées E5 sont affaiblies par la position de cette dame. À noter qu'on est aussi ici sur une colonne semi-ouverte. Pourquoi semi-ouverte? Parce qu'il n'y a pas de pion noir, mais bien sûr, il reste le pion blanc. Donc, c'est potentiellement, à moyen terme, une cible pour les noirs. Donc Anand joue le coup, oui sans doute le coup théorique le plus fin ici, c'est le coup roi H1, pas mal. Alors pourquoi roi H1? Vu qu'on a joué F4, on a affaibli ici cette grande diagonale, donc on ne veut pas risquer plus tard dans la partie un petit échec. 2, ça peut être utile aussi si parfois on recule ce fou E3 sur la case G1, ça arrive aussi. Notamment si ce fou décide de venir là, par exemple, plus tard, en cas d'un éventuel cavalier G4, ce fou pourrait reculer. Bon, on n'en est pas là, puisque la case G4 est archi protégée pour l'instant. Mais surtout, on s'enlève de toute possibilité d'échec sur cette grande diagonale. Tour E8, et là, il choisit fou F3, donc tout à fait classique. Les blancs jouent
en F3. Anand joue extrêmement solide. Tout ça est bien connu, c'est archi théorique, archi connu. C'est très solide. On surprotège le pion E4, donc on exerce une grande pression sur D5. On empêche toute velléité des noirs de jouer le coup D5. C'est pas à l'ordre du jour, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Fou D7. Les noirs finissent leur développement. Vous avez vu comme ils affaiblissent. Ils ont décidé de ne pas affaiblir leurs deux pions. Ils auraient pu choisir de jouer B6, fou B7, mais bon, ils auraient affaibli un peu cette case. Donc ils auraient pu justifier une poussée F5. F5 qui affaiblit cette grande diagonale ici, qui vise quand même un peu le roi. Ça peut être embêtant. Et puis surtout la case D5. Puisque si ce pion bouge ou est pris, la case D5 devient une possibilité pour les blancs de venir titiller. Il y aura une case faible en D5 et un pion arriéré en D6. Voilà. Dans ces cas-là. On n'en est pas là. On n'est pas là. L'idée, là... Cavalier B3. Alors, l'idée, ici, bon, cavalier B3, c'est un coup que je ne sais pas trop expliquer, moi, d'un point de vue purement technique. Peut-être que l'idée est de viser la case B6 après A5. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a cette menace. A5 peut être tout à fait une vraie menace. A5 et la case B6 est faible, ça c'est clair. D'autant qu'on peut venir l'occuper par cavalier A4, cavalier B6 aussi, avec une fourchette tour fou. Ça c'est clair. Donc c'est une vraie menace de ce point de vue-là. Aussi, ça évite que les noirs puissent échanger ce cavalier quand ils veulent. Maintenant, il n'y a plus de prise, donc on crée une petite menace de côté. Et puis, en cas de cavalier A5, comme le font les noirs ici, pour empêcher la poussée A5. Alors évidemment, si on veut empêcher la poussée A5, on a d'autres solutions, mais elles sont plus embêtantes, parce que si on joue B6, on se met le pion sur la visée du fou, c'est pas terrible. Et si on joue A5, on affaiblit la case B5. Là, on donne un avant-poste magnifique au cavalier blanc, qui n'en demandait pas tant et qui va attaquer la dame en plus en se plaçant sur cette case. Exactement. Et la dame est obligée de jouer en B8 en plus pour garder un œil sur le pion D6. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc cavalier A5 s'explique du coup, parce que s'il y a une vraie menace, et bon, pourquoi pas. Donc finalement, au lieu d'échanger les cavaliers au centre, on les échange sur le côté. Donc c'est sans doute un peu mieux pour les blancs. C'est pour ça que Anand choisit cette suite. Après, cavalier prend A5, dame prend A5. Et puis il a une idée en tête, bien sûr, Anand, maintenant. On va le voir. On va attendre un peu, mais on va le voir. Donc il a réussi à finalement éloigner la dame noire de la case C7 pour qu'elle vienne en A5. À noter que cette dame finalement, toutes les cases ici sont prises par les blancs. Donc son action latérale n'est pas forcément très très forte. Alors, et elle a quand même un contrôle sur E5 parce que il pourrait y avoir E5. Ah oui. Avec attaque du cavalier, ouverture de la colonne, et ensuite le fou D7 pourrait être en prise par la dame D1. Ah ben oui. Il faut, heureusement que la dame... Bon, en C7 aussi. Oui, en C7, elle protégeait aussi. Voilà. Ouais, non, mais il faut toujours avoir un œil sur la case E5, parce que toujours, on a cette variante, il faut toujours faire attention avec les noirs à la poussée F5 ou à la poussée E5. Inversement, pour les blancs, il faut toujours avoir un œil sur la poussée E5 ou alors sur la poussée D5 aussi. L'idéal, tout est bien verrouillé. Donc là, maintenant, Anand finit son développement, on peut dire, avec le coup dame D3. Pourquoi ? Parce que il sort sa dame de sa première case, donc il la développe. Et puis il a enfin connecté les tours après avoir fait le roc. Donc il a suivi tous les grands préceptes de l'ouverture, et Kasparov aussi, puisque regardez, vous avez les deux tours qui sont connectés. Vous voyez comment, de façon harmonieuse, il faut, en étant à la fois précis dans les coups, mais développer les pièces correctement de façon à être actif au maximum de son potentiel. Tour A, D8. Alors c'est toujours bien de mettre une tour en vis-à-vis de la dame. Pourquoi pas en C8 ? Ma foi, oui, pourquoi pas. Il aurait pu aussi la mettre en C8 avec action sur la colonne C, mais peut-être qu'il n'avait pas... peut-être qu'ici, Kasparov n'a pas vu d'opportunité d'améliorer cette pression sur la colonne, parce qu'on n'a plus justement le cavalier. En général, quand on joue sur la colonne C avec les noirs dans ce type d'ouverture, on aime jouer justement cavalier A5, cavalier C4, qui justement pose des problèmes de positionnement du fou de case noire. Bon, là, c'est pas le cas, il n'y a plus de cavalier, donc peut-être qu'il a estimé que cette colonne C n'est pas très utile, et il valait mieux mettre la tour en vis-à-vis dame. Donc ici, regardez, il ne faut pas se tromper de tour aux échecs. Ici, regardez, tour F, D1. Donc c'est cette tour qui vient ici. Pourquoi ? Parce qu'il veut garder celle-là au contact du pion A4. Puis il a une majorité de pions à l'aile dame.
Alors voilà. Ça paraît logique que le jeu des blancs se déroule quand même plutôt vers l'aile dame. Les fous regardent vers l'aile dame. Voilà, alors, donc de manière générale, il a plutôt des raisons de garder cette tour en A1. Exactement, donc ça peut être un thème, puisque vu que les noirs justement ne sont pas allés sur la colonne C, eh bien, quelque part, ils ont renoncé à faire pression un peu sur l'aile dame. Alors, de l'autre côté, est-ce que les blancs peuvent attaquer sur l'aile roi? Oui, mais peut-être que les noirs attendent que ça pour créer des faiblesses, parce que j'avance mes pions, oui, je peux déstabiliser ce cavalier, oui, mais est-ce qu'après, derrière, j'ai quelque chose? Et si j'ai rien, ben, j'ai affaibli mon roi, donc si la position s'ouvre, après, ça peut être très embêtant. Bon, alors, un tour FD1, je préfère garder ma tour à action à l'aile dame. Et après, fou C6, des noirs. Alors, on joue fou C6, bien sûr, pour faire pression sur E4, mais aussi pour protéger la case D5, qui est protégée par le cavalier, par le fou, par le pion E6, par la dame A5. Donc ça peut être l'heure plus tard de jouer le coup D5. D'autant plus qu'il y a la tour derrière et la dame blanche en vis-à-vis. Voilà. Alors sur D5, on peut tenter de jouer des coups comme E5 pour éviter justement une ouverture qui serait extrêmement dangereuse. Bon, mais là, le cavalier, maintenant, a une case. Justement, il peut aller ou même E4, éventuellement. On peut envisager E4, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, puisqu'après, pion prend, la dame est attaquée, le pion est protégé, il faudrait trouver une case pour la dame, tout à fait. Donc, D5, pourquoi pas. Mais c'est au blanc de jouer, et c'est là que la conception d'Anand se révèle. Regardez bien, vous voyez comme Anand est quand même un joueur précis. Joli coup. B4, pas mal du tout. B4. Alors peut-être un peu inattendu pour Kasparov, je ne sais pas, mais au vu de la suite, sans doute que oui, parce que là, que fait la dame? Alors imaginons que la dame prenne le pion B4, parce que c'est un gambit, c'est un pion qu'on peut prendre, d'accord? On pourrait faire une première chose, c'est de se dire, je vais attaquer la dame, la harceler, pour m'emparer de la colonne B. Oui, mais bien sûr, on peut faire tour AB1 tout simplement, et où va la dame? La dame peut revenir en A5. Mais pas pour longtemps, puisqu'après dame A5, hop, le fameux, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement ce fou, il visait la case B6, et bien c'est fini. Voilà. Abandon, Kasparov peut aller se rhabiller et préparer la partie suivante. Donc ça va vite, vous voyez. B4 c'est mort, il n'y a pas d'autre coup, parce que sur dame prend B4, tour à B1, le seul autre coup c'est de venir en A3, mais on voit bien qu'en A3 elle est mal placée, c'est facile. Si dame A3, bien tout simplement on joue tour B3 et c'est fini. La dame n'a plus de case, ici c'est le fou. Là, c'est la tour. Ici, c'est le cavalier. Tac. Là, c'est toujours le cavalier. Et puis là, c'est encore la tour. Et là, c'est l'autre tour. Évidemment, là, on est en plein dans le camp blanc. En général, tout est bien protégé. Oui. Donc, elle est foutue. Donc, la partie est terminée. Et Kasparov peut commander son dessert pour aller dans sa chambre. Donc, dame C7 est forcée. Et là, c'est bien parce que ça justifie la position de la tour ici. Puisqu'on est du côté où ça bouge, et notamment on a créé déjà une petite attaque, et puis surtout que c'est pas fini. Puis la colonne A risque de s'ouvrir, donc la tour blanche étant déjà sur cette colonne. Ah ben oui, ça va s'ouvrir ici, parce que regardez le coup, c'est B5. Alors B5 est très fort, le fou peut pas reculer comme ça, puisqu'on perdrait le pion A6, puis après sans doute le pion B7, à quoi qu'il faut faire attention au cavalier. Là. Non, on pourrait jouer fou A6, fou D7, ça serait possible. Dans ce cas-là, on peut continuer par A5 pour menacer fou B6 tout simplement, parce qu'il n'y a pas de risque ici, il y a une reprise du cavalier. Donc B4, dame C7, B5, fou D7 quand même. Fou B7 quand même en fait. Oui, en fait il a joué fou D7. Il n'a pas repris en fait. Mais oui, s'il reprend, on va regarder. Si les noirs reprennent, tout simplement, on fait A prend B5, fou D7 est forcé. Ensuite, on peut pousser B6. On peut jouer B6, où va la dame? Alors, si la dame vient sur C6, E5, attaque du fou F3, et attaque du cavalier F6, c'est mort. Donc, la dame serait obligée de revenir sur la 8e rangée, ce qui n'est jamais bon. Avec une tour qui pourrait aller s'arrimer tranquillement en A7, en attendant les renforts qui viendraient de D1 jusqu'en A1. Oui, en plus B7 sera attaqué toujours par E5. Il y a le cavalier qui peut menacer d'entrer par B5. C'est horrible. Ça serait plié. Là. Ça serait horrible. Donc B4, dame C7, B5, donc fou D7. Kasparov voit tout ça, donc il évite cette variante, il joue fou D7. Et là, tour B1, voilà, tranquille, pas mal. Peut-être que
d'autres possibilités sont à l'ordre du jour. B prend A6 ou pourquoi pas A5, menace, fou B6 et gain de la qualité. Oui. Donc ça peut être très dangereux aussi. Bon, c'est tour A1 et bien, puisqu'on continue, on menace, pion prend A6, suivi de fou B6, hop, qualité. Donc A prend B5 maintenant, très bien. À noter que c'est mieux maintenant pour, presque mieux maintenant pour Kasparov, puisque si les blancs reprennent du pion, eh bien la tour n'est plus sur la colonne ouverte. Vous voyez comme il faut être malin. Ouais, c'est précis là. C'est tout mieux. Donc cavalier prend B5, mais oui, il prend du cavalier, parce que ce cavalier pour l'instant, il attendait que ça, de pouvoir créer des menaces dans le camp ennemi. Le pion E4 était bien protégé, de toute façon le jeu n'est plus tellement ici tout de suite d'attaquer de toute façon sur la case notamment D5, mais d'aller maintenant créer des menaces contre le nouveau pion faible, le pion B7, qui est tout seul. Surtout qu'après cavalier prend B5, eh bien, la pression est telle que les noirs n'ont pas trop le choix, puisque ce cavalier attaque, y compris le pion D6. Après un coup comme fou D6, la tour B8, celle-là serait obligée de bouger, on pourrait prendre le pion, enfin bref. Ça se compliquerait très très vite. Alors il faut prendre. Donc il faut prendre et se débarrasser de ce cavalier. Et regardez comme Anand ici ne fait pas n'importe quoi, il faut être précis. Il ne prend ni. Alors il ne prend pas avec le pion. Non, que ça serait une erreur, on boucherait la colonne de la tour. Oui, bien sûr. Il prend avec la dame. Malin. Puisque sur dame prend B5, eh bien, on menace le fameux fou B6, gagne la tour. Et on menace aussi dame prend B7, accessoirement. Et accessoirement, dame prend B7. Alors, par contre, on laisse le pion C2 tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder. Qu'a prévu Anand sur dame prend C2? Ça, c'est très important. Tour DC. Ah oui, voilà, c'est ça. Tac. Et à nouveau. Où va la dame? Et à nouveau. Toujours, regardez, tout est pris. Elle peut aller en A2. Ici, c'est pris, ici, c'est pris. Donc, il n'y a plus que la dame en A2 qui peut être jouée. Tout simplement, on jouerait tour A1 et c'est fini. La dame n'a plus de case. Puisque la colonne B est prise par la dame, la colonne A est prise par la tour, la colonne C est prise par la tour. Qu'est-ce qui reste comme case? Il n'y en a plus. Ça, c'est pris par le fou. Ça aussi, c'est mort. Tout est pris. Donc, la dame est prise, décidément. Donc, dame prend B5, tour A8 de Kasparov. Donc Kasparov essaie, bon, il voit bien qu'il ne peut pas prendre ici, donc il veut faire pression. Ça, c'est vrai que le pion A4 peut être considéré comme un pion faible, mais Anand ne se presse pas. À noter qu'il peut toujours protéger ce pion en jouant des coups comme fou B6 suivi de A5. Mais avant, il veut protéger ce pion, parce que si le fou s'en va, la manœuvre qu'on vient de voir ne marche plus. Parce que dame prend tour et tour, on peut venir en D2, et puis on attaque F4. Et là, alors là, par contre, attention. C'est compliqué. Ça s'inverse. Ça s'inverse. Oui. Ça s'inverse, les noirs auraient l'initiative, ça serait un désastre. Non, non. On joue C4, en jouant C4, ben, on protège le pion C2 par la dame protège C4. Et puis on tue dans l'œuf un peu le contre-jeu qui serait éventuellement possible par D5. On tue aussi, bien sûr, toute velléité effectivement, de se réveiller avec les noirs par le coup D5 qui libérerait le fou et qui pourrait essayer de créer du contre-jeu au centre. Donc là, maintenant, Kasparov fait très mal, c'est-à-dire que là, il faut trouver quelque chose. Alors, il aurait pu essayer, par exemple, de jouer dame A5, avec l'idée de harceler, d'attaquer ce pion A4. Quoique, est-ce que c'est une vraie attaque, puisqu'on attaque toujours B7, mais oui. On a un souci sur E5, c'est que le cavalier le cavalier n'a pas de case. Ah oui, le cavalier n'a pas de case. C'est-à-dire qu'ici, bah oui, où va le cavalier? E5, où va le cavalier? Si on prend, c'est pareil pour le cavalier. Regardez, ici, c'est pris par la dame. Et si on fait l'échange, ça sera pris par la tour. Donc même l'échange de préalable des dames ne suffit pas. Alors, si on échange... ah oui, c'est pris par cette tour-là, si on prend, c'est ça? Eh oui, mais oui, mais oui. Si on prend ici prise, même si on échange les dames, la dame ne contrôle plus D7, il y a l'autre tour qui contrôle. Et c'est quand même très embêtant aussi. Donc sur C4, on ne peut pas vraiment continuer à attaquer le pion A5, non. Donc Kasparov, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Rien. C'est terrible. Alors s'il joue, on peut essayer tour E, C8. Attaque avec les deux pièces lourdes, le pion C4. Et c'est pareil. On peut toujours. Alors le cavalier maintenant a une case en 8, mais on peut peut-être voir la variante. Alors peut-être cavalier 8, on peut jouer cavalier 8, on n'est pas obligé de prendre. Puisque le cavalier protège le pion D6 et... Dame B7.
Ça fait mal, évidemment. Hein, on voit bien la puissance ici. Donc on va jouer, par exemple, dame prend B7, et puis le fou F3 est réveillé contre la tour A8. La menace, c'est dame prend, tout simplement, fou prend tour. Et là, sur tour prend A4, par exemple, pour sortir de cette menace, on échange les dames. On peut échanger les dames, et après tour prend C7. On entre en 8e avec la tour. Hop. Et le cavalier étant en prise, on est obligé de jouer roi F8. Alors, et comme il est cloué, on peut faire E prend D6. C'est l'horreur. C'est l'horreur, puisque fou prend, tour prend. Le cavalier ne peut pas reprendre, on n'a pas peur d'un échec, on peut toujours jouer soit fou G1, soit revenir avec la tour. Donc il n'y a aucun problème de maths nulle part pour les blancs. C'est les noirs au contraire qui perdent une pièce ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on sort le fou, eh bien c'est D7 et c'est mat. Ou on prend la tour. Oui, c'est mat, on prend la tour. Enfin bref, on gagne tout quoi. Bref, donc sur C4, eh bien, vous voyez qu'il n'a pas beaucoup de coups, Kasparov. C'est déjà un problème de quasi-Zugzwang. Donc il joue un des rares coups qui lui reste, E5. Alors E5 a du mérite parce que E5 empêche E5. Empêche que les blancs eux-mêmes jouent E5, c'est protégé par transparence avec la dame, et surtout ça bouche l'avenir de ce fou, hein, parce qu'on bloque le pion E4. Donc voilà, ce fou maintenant est un fou qui est un peu plus endormi qu'il ne l'était. Mais c'est au blanc de jouer, et fou B6 quand même. Hein. Fou B6, donc on l'avait dit tout à l'heure, fou B6, on pourra ensuite pousser à 5, et ça va être un peu pénible. Alors qu'est-ce qui se passe sur dame C6? Il aurait pu jouer dame C6 Kasparov pour essayer d'alléger sa position, proposer pourquoi pas un échange de dames. Eh bien on peut continuer tout simplement par A5. On peut échanger les dames et avoir le pion 1 qui serait un pion passé. Voilà. Oui c'est vrai, on peut aussi choisir de prendre les dames avant, hein, sur dame C6. Effectivement, on peut prendre en C6. Alors moi, j'aime pas trop prendre en C6, parce que ça ramène le pion B sur le jeu. Mais on a quand même un pion passé. Donc s'il est très fort, ce pion, il va immobiliser la tour à la défense, et en attendant, on va pouvoir créer des menaces sans doute vers le centre. Donc c'est pénible. Donc sur fou B6, Kasparov choisit de jouer dame C8. Il ne veut pas souffrir dans une finale sans espoir. Il met sa dame ici sur la case C8 pour essayer de tenir le plus longtemps possible, et que ce soit le plus difficile possible pour un homme de l'emporter. F prend E5, D prend E5. Alors attention, ici on pourrait envisager dame prend E5 aussi, mais bon, ça laisse tout simplement, je pense, le pion A4, hein, ça c'est pas l'idée. Et puis un vis-à-vis dame tour dame qui... Oui, en plus un vis-à-vis tour dame, mais le fou n'a pas vraiment de case, oui, il ne peut pas vraiment attaquer, quoi. Donc, tout est sur blanc, donc c'est pas trop gênant, c'est surtout la perte du pion A4. On n'a pas envie, parce que notre pion A4, on voit bien que c'est un candidat, il n'y a plus que le pion B7 à faire sauter, donc D prend E5 et simplement A5, voilà. Mais là, A5, là on menace. Oui. Là, on crée la menace de prendre le pion E5, c'est-à-dire qu'on a protégé notre pion, et là, d'ailleurs, fou F8. Hein. En jouant fou F8, Kasparov protège le pion A5. Donc, bilan des courses, après cette cette longue combinaison d'Anand qui a commencé par B4, eh bien, les blancs ont beaucoup d'espace, une dame B5 qui est très bien placée, avec beaucoup d'actions sur le pion E5, sur cette diagonale. Ici, on contrôle sans partage de la colonne D, exact, et de la case D8. Oui. On ne peut pas échanger les tours, puisque bien sûr le fou B6 contrôle. En fait, il n'y a que le fou blanc en F3 qui est un petit peu inactif pour l'instant. Pour l'instant, mais on a la fameuse aussi paire de fous. A noter que d'ailleurs Kasparov aime bien jouer lui avec la paire de fous. Donc forcément, il n'aime pas forcément que l'adversaire l'ait. La paire de fous, c'est toujours un avantage, et notamment quand on se dirige vers des finales. Parce que les fous contrôlent à distance des couleurs, des deux cases, des deux côtés, des deux couleurs, pardon. Et en cela, avoir les deux fous est souvent supérieur à fou et cavalier. Donc H3. Bon, petit coup tranquille d'Anand qui se ménage. Vous voyez comme il n'est pas pressé maintenant. Il sait qu'il a l'avantage, donc il consolide sa position. En jouant H3, il évite les mates du couloir. Oui, il évite des tentatives de manœuvre à base de cavalier G4. Il évite des éventuels cavaliers G4, quoique ça ne menaçait pas grand-chose. Hein. Ça menace, ça menace pas grand-chose. Il peut peut-être essayer des tours. Voilà, tour, et puis sur les échanges, l'entrée de la dame en G4. Mais ici, ça va pousser vite, attention quand même. Donc, dame E6. Bon, Kasparov essaie d'améliorer la position de ses pièces aussi, lui aussi, hein, bien sûr les deux joueurs. Donc dame E6, il sort, ici il vient à la défense des cases centrales, il essaie d'améliorer la position de sa dame, il relie ses tours entre elles, il vaut mieux que ce soit les tours qui soient liés.
Et là, regardez, magnifique coup d'Anand. Paf, tour des 5. Un sacrifice de qualité positionnelle extrêmement classique. Alors c'est un sacrifice de qualité, pourquoi? Parce que les noirs, bien sûr, peuvent prendre avec le cavalier. Alors que vient faire la tour en D5? Elle prépare éventuellement le doublement des tours sur la colonne D. Pourquoi pas préparer le doublement des tours si les noirs ne font rien? Elle rajoute de la pression sur le pion E5. Il y a une petite pression supplémentaire effectivement sur le pion E5, mais qui pour l'instant est défendue 2 fois. Bon, c'est pas forcément le meilleur. Moi je sais pas, sur Dame E6, il aurait pu aussi doubler les tours simplement en jouant tour D3 et tour FD1 pour essayer, pourquoi pas, de provoquer des échanges en D8. C'est peut-être le but d'Anand, parce que s'il y a des échanges, finalement il est bien Anand. Il suffit que ça saute et puis il a un pion qui va vite à Dame. Et il pouvait aussi jouer directement C5 parce qu'on se demande bien ce que peuvent jouer les noirs derrière. On peut tenter C5, il boucherait l'avenir de son fou. Ça c'est embêtant parce qu'il ne pourrait pas revenir. S'il joue C5, puis on ne voit pas trop où il va après. Qu'est-ce qu'il ne peut pas jouer vraiment C6 bon. Donc il aurait pu améliorer tour D3, il peut à la fois doubler sur B3 ou doubler sur D1. Bon, il choisit un coup plus tendu, tour D5. Qui a un avantage, c'est que ça immobilise la tour E8, si les noirs refusent de prendre. Exact, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer tour C8 par exemple, pouf, puisqu'on perdrait le pion E5. Donc là, Kasparov saute sur l'occasion, parce que vous voyez qu'il est étouffé, il n'a pas de coup, il est sous pression, donc il choisit d'accepter le sacrifice de qualité d'Anand. Cavalier prend D5, pourquoi pas. Et après E prend D5, il faut bouger la dame. Donc là, Kasparov, en jouant Dame G6, un petit œil ici sur la tour. Le reste ici de côté roi. Pourquoi pas envisager plus tard aussi de venir, par exemple, je sais pas, en G5, et si les blancs abandonnent la première rangée, on peut faire des échecs et tenter un petit... Un perpétuel pour arracher la nulle. Exactement. Dans une position un peu difficile. Bon, ceci dit, il a une qualité là, Kasparov. Oui. Donc c'est quand même tendu ce qu'a fait Anand. Anand a aussi lié deux pions qui étaient isolés. Voilà. Il en a fait une... C'est-à-dire que maintenant, effectivement, en reprenant du pion E, en plus, il a libéré son fou. Et il a libéré le fou, qui maintenant vise B7. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que là, on la menace, maintenant, ça peut être C5, D6, avec des pions qui vont vite à dame, et surtout un fou qui attaque D7. Bon, à noter aussi qu'en G6, ici, avec la tour et la dame, les noirs vont pouvoir jouer E4, qui va tuer l'action de ce fou. Donc il y a quand même un peu de jeu pour Kasparov, mais on va voir que ça ne suffit pas, puisqu'après C5, qui est le coup normal, maintenant on met en branle notre majorité de pions passés. Ils sont quasiment passés maintenant, B7 ne tiendra pas, on va jouer C6, puis on prend, et ça y est, on n'est plus qu'à 2 cases de faire mat, de faire dame. Enfin, qui dit dame, dit mat. Donc, et très vite, il faut tuer, on vient de le voir, il faut tuer l'action de ce fou qui est quand même extrêmement dangereux, donc E4. E4, c'est pas tellement, bien sûr, il y a aussi ce pion qui peut s'avérer dangereux, mais c'est pas tellement sujet, puisqu'après fou E2, ce pion n'avancera pas, il est bloqué par le fou est protégé par la dame, ça va être très dur pour les noirs de contourner ça. Pour l'instant, il n'y a qu'une pièce qui peut jouer dans le camp blanc, c'est la tour. Les tours, pour l'instant, c'est la dame. Les tours, elles, sont confinées, ainsi que le fou. Mais on a bloqué l'action de ce fou, c'est surtout ça l'idée, bien sûr. Donc tour E5, la Kasparov maintenant, il ne veut pas rester en défense, il joue tour E5. Il peut avoir l'idée de simplement, ça y est, de contre-attaquer. Bon, on va pouvoir défendre, il n'y a pas de gros soucis, mais il y a une petite attaque. Il y a aussi un petit piège, si les blancs jouent D6, fou prend D6, et en cas de pion prend, tour prend dame. Aïe. Donc attention, on ne peut pas jouer n'importe quoi, donc dame D7, pas mal. Anand, en jouant dame D7, protège à la fois pion E4, donc prépare, pourquoi pas, la poussée C6, pourquoi pas prendre le pion D7, et aussi, c'est pas plus mal d'avoir un petit œil sur H3, puisque ces 2 pièces menacent de faire des choses ici. C'est un coup multifonction, où la dame est extrêmement active, dans le camp noir, donc c'est très très difficile à jouer. Tour G5, c'est ce qu'on a dit, oui, il y a quand même une petite menace noire, et puis attention, Kasparov est un excellent joueur tactique. S'il voit la moindre possibilité de sauver la position, il va la trouver. Il va la trouver. Et là, si Anand, dans un match de championnat du monde, ne parvient pas à gagner une partie où il domine,
Même si ça se termine par la nulle, psychologiquement, ça serait dur. Ça sera dur. Donc très simplement, Nand dit écoute, à toi. Donc protection simplement du pion, et il dit voilà, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, moi je vais préparer dame prend, et après arrête-les mes pions. C'est impossible d'arrêter deux pions passés liés. Hein. Oui, surtout en 5e. Hein. Surtout en 5e rangée, hein, et on a la paire de fou toujours. En plus, alors la paire de fou a l'avantage de pouvoir soutenir sur les cases blanches et noires l'avancée des pions alternativement. Ça fait peur. Hein. Donc Kasparov joue E3. Alors E3, eh bien, ça crée la protection de la case F2. On ne voit pas trop où il veut en venir quand même. Peut-être jouer dame C2 pour attaquer le fou. Il veut peut-être jouer dame C2, donc il fallait libérer cette diagonale, ou peut-être dame E4 avec un petit œil. Dame C2 aurait l'avantage éventuel, si le fou se retire, de pouvoir à nouveau avancer le pion. On pourrait avancer E2, tout à fait. Dame C2, c'est une des dernières chances, petite chance tactique. Puis dame C2 menace fou prend C5. Fou prend C5 et dame prend C5. Donc il y a aussi ça, oui, c'est vrai, tout à fait. Dame C2 aussi attaque le pion C5 avec le fou. Donc le coup suivant de Anand, pouf, déjà enlève cette possibilité. Sur dame C2, j'attaque plus vraiment C5 avec le fou. En tout cas, avec la tour, oui. Je peux envisager rendre la qualité si c'est possible. Bon, alors là, il faut regarder pourquoi Kasparov ne jouerait pas ici dame C2. Il faut regarder cette variante, c'est pas ce qu'il a joué, mais il faut quand même jeter un œil. Eh bien, simplement, regardez, dame prend B7, attaque la tour. Donc si les noirs prennent le fou, je prends la tour et je suis plus qu'à 2 cases de faire dame sans possibilité. D'autant que je peux pousser D7, menacer dame prend fou, échec, suivi de dame. Et si la tour se pousse, en E8 par exemple. Alors si la tour va en E8, maintenant la dame qui est sur case blanche peut revenir. Je peux envisager, exactement, je peux envisager de revenir en F3. Ou alors de pousser D7, hein, c'est bien aussi. Ou de pousser D7 aussi. C'est bien, moi j'aime bien pousser D7 parce que où va la tour? Il n'y a plus de cases. Alors si la tour s'en va, c'est dame. Donc vous voyez, ça va très très vite. Donc sur D6, alors on va quand même regarder dame C2, dame prend B7. On va quand même regarder ce qui se passe sur dame prend fou. Dame prend fou, il n'y a pas de menace. Hein. Donc, regardez là, comme la dame en plus protège toujours, donc on fait dame prend A8. Et il n'y a rien. Et on menace toujours de faire dame en 2 coups, D7, D8. Ouais, que faire? Donc ici, si les noirs peuvent jouer, alors peut-être dame D2 avec l'idée, tu ne peux pas pousser D7 puisque dame prend D7. Et je menace E2, dame. Et attention, je peux quand même créer au moins un échec perpétuel et peut-être plus. Donc que font les blancs dans cette position? On va regarder simplement des coups comme peut-être dame E4. Ici, recentralisation de la dame, contrôle ici du pion. À noter que le pion ne pourra pas pousser jusqu'à même, puisqu'il y a à la fois la tour et la dame qui protège. Hein, donc dame E4, c'est bien, ça suffit. Il y a d'autres coups plus agressifs, comme fou D8 qui est possible. Fou D8 qui pose la question à la tour, par exemple sur fou D8 ici. Où va la tour? Si on joue le coup F6 qui semble normal, à la fois on évite les mates du couloir, on protège la tour. Eh bien regardez, l'idée c'est de jouer fou E7. Ouh là là. Aïe! C'est foutu. On va tout prendre et l'attaque continue. Donc vous voyez, ça ne marche pas. Donc Kasparov tente un dernier truc, il joue tour G3. Alors tour G3, c'est quoi l'idée? L'idée c'est peut-être de jouer dame E4 et puis de jouer tour prend H3. Alors on peut, oui, de jouer ou dame H6 et tour prend H3 si la dame s'en va. Donc voilà. Par exemple ici, dame prend B7, c'est la partie. Voilà. Et simplement sur... ah oui, il joue dame E6, Kasparov ici, voilà. Donc dame E6, j'ai un petit œil sur D7. Et si dame prend, aïe, c'est mat. Attention. Hein. Tour prend H3. Et oui, on va le montrer quand même. Si maintenant, si Anand joue dame prend, mais évidemment, c'est pas le but. Regardez, tour prend échec, puis on prend, forcé. Et... aïe, dame H3 mat. Ça fait mal hein, quand on a une position pareille. Hein. Ouais, ça fait très très mal. Donc sur dame B7, dame E6, attention, la petite menace. Il faut parer cette menace. C'est facile, roi H2. Tranquille. Et là, abandon simplement parce que peuvent... plus rien au noir. En fait, il y a une menace, c'est dame A5, dame E5. Alors, on peut encore jouer dame E5 puisque l'idée dame E5, c'est d'avoir ici une petite découverte, mais il n'y a pas de crainte en fait. Dame prend A8. Il n'y a rien à prendre sur la découverte. Et on fait quoi sur la découverte? On ne fait rien. Puisque si je fais tour G6 échec, roi H1 et après, à toi.
Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. La dame et la tour contrôlent G2. Il y a encore les deux fous, les pions. Exactement. Donc après roi H2, ben, Kasparov se rend à l'évidence. Il le savait déjà. Hein. Oui. En fait, dès qu'il commence à essayer de monter sa tour, c'est une attaque désespérée, comme on en fait au cas où. Mais il savait déjà que positionnellement, disons, il était perdu. Donc une très belle partie d'Anand, qui a été une attaque de type positionnel, avec l'aide du coup tactique B4. B4 qui était un coup très très fort. Ah ben oui, un coup très fort qu'a mis Kasparov lui-même sous pression. Voilà donc Anand, c'est pas n'importe qui. Hein. Ah bah non, on n'était pas devenu champion du monde pour rien. Hein. Voilà, donc c'est sur cette magnifique victoire d'Anand que vous pourrez bien sûr étudier plus en détail vous-même, aidé de votre ordinateur. Non, à la main, à l'ancienne. À l'ancienne. Bien comprendre les variantes. Il ne faut pas regarder l'ordinateur. Il ne faut pas regarder l'ordinateur. Donc c'est sur cette victoire qu'on va se quitter sur cette émission Diagonale TV spéciale champion de l'histoire du jeu d'échecs. Et ici c'était la carrière du champion du monde en titre en 2012 au moment où cette vidéo est enregistrée. Ça ne sera pas le cas quand elle sera vue en 2037. On ne sait jamais. Et voilà, on se quitte. Merci Jérôme. Merci Stéphane. Merci à vous de nous avoir suivis sur Diagonale TV. Puis je vous dis à bientôt pour une autre émission sur les champions de l'histoire du jeu d'échecs. Au revoir. Au revoir.